Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et l'épisode d'aujourd'hui sera un chapitre du livre Pour en finir avec le paranormal que je viens d'écrire avec Michel Lurquin. Et aujourd'hui, le chapitre que je vais vous lire est Pour en finir avec le ki dans les arts martiaux. Pour en finir avec le ki dans les arts martiaux. Le vieux maître asiatique à la longue barbe blanche et au chapeau chinois s'approche de son adversaire, un jeune guerrier musculeux. Ce dernier se jette sur lui de toutes ses forces, mais le vieillard détourne son attaque avec aisance, puis d'un geste élégant de la main le fait valser dans l'air. Il l'a projeté à distance au moyen de son chi, son énergie vitale. Nous avons tous vu ce genre d'affrontement dans des films de kung-fu, de tigre et dragon à Matrix. Mais est-ce que cela reflète vraiment la réalité? Les pouvoirs mystiques de l'Extrême-Orient permettent-ils réellement de vaincre un adversaire? Les sportifs distinguent les arts martiaux dits externes et internes. Les premiers utilisent la force physique. Le pratiquant apprend non seulement des techniques pour se battre, mais il va aussi entraîner son corps pour se muscler, s'assouplir et gagner en endurance. Les enseignants y considèrent que la technique a bien entendu de l'importance, mais ne suffit tout simplement pas pour triompher. Mentionnons parmi ces disciplines les arts martiaux mixtes, en anglais Mixed Martial Arts ou MMA, le jujutsu brésilien, la boxe, le muay thai, etc. Il y a souvent de la compétition. L'entraînement se réalise sur résistance, c'est-à-dire qu'un élève tente de faire une technique et son adversaire essaie de l'en empêcher autant qu'il peut. Les disciplines internes prétendent à l'inverse être capables de vaincre un ennemi purement par la technique et sans aucune force. On trouve par exemple dans cette catégorie des disciplines telles que le tai chi chuan ou l'aïkido. Les arts martiaux internes invoquent comme justification l'existence d'une énergie vitale, le chi en chinois ou le ki en japonais. Selon les traditions extrême-orientales, le chi serait produit par le dantian en chinois ou hara en japonais, une zone située dans le bas-ventre. Il se situerait grosso modo au même endroit que le centre de gravité d'un être humain en position debout. L'énergie s'écoulerait à partir de cette zone du corps à travers des canaux nommés des méridiens. La pratique d'exercices respiratoires et de la méditation serait entre autres des techniques pour augmenter et manipuler cette énergie vitale. Ces exercices sont nommés Neigon dans les arts martiaux chinois. La projection à distance. Certains professeurs d'arts martiaux internes prétendent être capables de projeter à distance leurs élèves. La scène se déroule généralement de la manière suivante. Un des élèves essaye d'attaquer son sensei, professeur en japonais. Il bouge ses mains dans l'air et son adversaire tombe en arrière et s'effondre. Sommes-nous ici réellement devant un phénomène paranormal? Et est-ce que cela prouve l'existence du chi? Des sceptiques ont défié ces enseignants en combat pour tester cette prétention. Leur pouvoir n'a pas fonctionné dans ces conditions. Nous sommes devant une capacité qui ne marche que lorsque le professeur est face à ses propres élèves. Elle n'est par conséquent de toute façon pas très utile dans le cadre de la défense personnelle. Mais peut-on l'expliquer scientifiquement? Les démonstrations de projection à distance évoquent fortement l'hypnose de spectacle. Il s'agit d'une discipline qui relève de l'illusionnisme. Le magicien invite des personnes sur scène et prétend les hypnotiser. Peu après, un individu se met à courir sur scène, en agitant les bras comme une poule, ou une dame se met à faire un discours convaincu qu'elle vient de gagner l'Oscar de la meilleure actrice. Il n'est en réalité pas possible d'hypnotiser quelqu'un en quelques secondes, juste en claquant des doigts. La pression sociale suffit généralement à ce que l'individu joue le jeu et exécute la demande du magicien, pour autant que celle-ci ne soit pas exagérée. Même réellement sous hypnose, il est impossible d'obliger quelqu'un à faire quelque chose avec lequel il ne serait pas d'accord, comme par exemple commettre un meurtre. Mais lors d'un spectacle de magie, l'invité du public n'est généralement pas véritablement dans un état modifié de conscience. Il s'agit uniquement d'une forme de jeu de rôle. L'illusionniste peut cependant sélectionner dans le public des personnes qui sont plus susceptibles aux suggestions verbales, par exemple en demandant qui avait un ami imaginaire durant l'enfance. Cette question est une bonne façon de déterminer qui sera facile à être hypnotisé. De manière fort similaire, les individus qui vont croire un professeur d'arts martiaux qui prétend être capable de projeter à distance ne sont pas n'importe qui.
La plupart des gens ne vont pas être convaincus et ne vont tout simplement pas s'inscrire à son cours. Il y a donc une sélection qui s'opère en amont, ne laissant le professeur qu'avec des personnes qui répondent positivement aux suggestions. Il va ensuite les conditionner à réagir à ces actions par des commandes verbales. On peut observer les fondements de ce processus en Aïkido. Le sensei va entraîner les pratiquants au travail de l'uke. Ce mot d'origine japonaise désigne la personne qui subit une technique. Il ne le fera cependant pas de manière chaotique et désordonnée. Au fur et à mesure de son entraînement, son professeur va lui expliquer comment il est supposé réagir à un mouvement, et ce parfois de manière très contre-intuitive. Si en judo on chute parce qu'on est projeté, en aïkido le pratiquant va souvent se faire tomber volontairement afin de se dégager d'une attaque, ce qui n'est pas une réaction très naturelle. Et la grande majorité des adversaires ne réagiront de toute manière pas comme ça en combat réel. L'enseignant va donc en quelque sorte dresser ses élèves à répondre à ces mouvements, et ils vont jouer le jeu, tout comme le public dans le spectacle de l'illusionniste dont nous parlions plus haut. Évidemment, la plupart des sensei n'iront pas jusqu'à suggérer aux élèves de se jeter en arrière lorsqu'ils secouent simplement leurs mains dans l'air. Ils se contenteront de donner des commandes verbales qui semblent plus ou moins plausibles. Ce n'est que dans les cas à l'extrême du continuum que l'on va se retrouver avec des projections à distance, mais malheureusement ils existent. Ce phénomène étonnant s'explique donc par les suggestions, un processus qui s'apparente à l'hypnose et se met en place à travers un conditionnement progressif des élèves. Le plus fascinant est que cela n'empêche pas ces enseignants d'être sincères et de croire eux-mêmes dans la réalité de leur pouvoir. C'est pour cette raison que certains professeurs acceptent des confrontations avec des sceptiques où ils se font humilier publiquement. La capacité du cerveau humain à se tromper lui-même est impressionnante. Certains parapsychologues voient dans la projection à distance une forme de psychokinèse. Cette hypothèse semble néanmoins inutile à ce stade. Il faut privilégier les explications normales aux extraordinaires. Un phénomène d'hypnose de groupe est suffisant pour rendre compte de ce qui est observé, sans compter que la psychokinèse n'explique pas pourquoi cela ne fonctionne que sur les élèves du professeur. Le vitalisme. Le problème de fond est que les arts martiaux internes justifient leur efficacité par l'existence d'une énergie vitale. Cette position se nomme en philosophie le vitalisme. Elle affirme que le vivant n'est pas réductible aux lois physico-chimiques. Henri Bergson est par exemple un philosophe français célèbre qui a défendu cette approche. L'existence du chi a été postulée avant l'apparition de la science moderne pour expliquer la différence entre les êtres animés et les objets inanimés. Les progrès de la biologie et de la chimie ont cependant rendu cette vision des choses obsolète, particulièrement la découverte du rôle que joue l'ADN dans l'hérédité. Le vitalisme est considéré à l'heure actuelle comme ayant été réfuté par la recherche. Le problème pour les scientifiques est que le chi n'est pas détectable par des instruments. Par contraste, il est possible de mesurer la radioactivité avec un compteur Geiger, ou la direction d'un champ magnétique avec un magnétomètre, etc. Si quelque chose existe réellement, on doit pouvoir le déceler, et pas uniquement avec des êtres humains qui prétendent être capables de ressentir sa présence. De toute manière, en physique, l'énergie n'est pas quelque chose, mais une mesure de la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail entraînant un mouvement, un rayonnement électromagnétique ou de la chaleur. Autrement dit, cela n'a pas plus de réalité qu'un mètre ou un kilogramme. Ce n'est pas une boule lumineuse que l'on pourrait projeter à la manière des héros de Dragon Ball. Ce n'est pas non plus une substance qui peut être véhiculée dans des méridiens, comme le sang coule dans les veines. Les enseignants d'arts martiaux internes utilisent souvent des techniques d'illusionnisme pour prouver l'existence du ki. Les démonstrations des moines Shaolin s'apparentent d'ailleurs plus à du cirque qu'à un art martial. Songez par exemple aux fakirs qui se couchent sur des planches de clous. Ils appliquent les mêmes genres de principes. C'est impressionnant, mais cela n'a au final pas beaucoup de rapport avec la défense personnelle. Malheureusement pour ses fans, même Bruce Lee n'était pas étranger à ce type de méthode promotionnelle. Un des grands classiques est le bras impliable. Un sensei d'aïkido demande à un élève de plier son bras. Il ferme son poing la première fois et échoue à résister à la pression. Il demande ensuite à son apprenti de refaire la même chose, mais cette fois-ci il étend les doigts. Son bras devient alors beaucoup plus difficile à plier. L'explication qu'il vous propose, il aurait la seconde fois manipulé le ki, l'énergie vitale qui s'écoulera à travers ses méridiens jusqu'à l'extrémité de ses doigts empêcherait la torsion. En réalité, ce qui se passe est que vous mobilisez le triceps lorsque vous tendez le bras. La deuxième position, avec les doigts tendus,
est celle qui permet de résister plus efficacement à quelqu'un qui essaie de plier votre bras en deux au niveau du coude. Cela n'a absolument rien à voir avec une prétendue énergie vitale, et n'importe qui peut le faire sans aucun entraînement. Un autre exemple est le cassage. Si vous voulez impressionner votre public en cassant des planches à main nue, il faut utiliser du cèdre ou du sapin, parce qu'il s'agit d'un bois qui se brise facilement. Il faut ensuite éviter les nœuds qui rendent la casse plus difficile, voire impossible, et les fibres doivent être parallèles à la main qui frappe. C'est comme pour le papier. Il y a une direction qui permet de déchirer une feuille plus facilement. Il en est de même pour le bois. Le fait de placer des cales pour créer un espace entre chaque planche facilite grandement les choses. Il suffit ensuite que la main vienne frapper la planche de pin avec une vitesse suffisante au moment de l'impact, tout en utilisant le poids du corps pour augmenter la force appliquée au bois. Si vous voulez le faire avec des blocs de glace, il faut mettre du sel dedans pour les rendre plus fragiles. Plus fondamentalement, on tend à penser au bois ou aux briques comme des matériaux très solides. C'est vrai lorsque la force est une compression, comme lorsqu'une brique fait partie d'un mur. Ce n'est cependant pas ce que font les pratiquants d'arts martiaux. Ils créent une flexion. Or ces matériaux ne résistent pas bien à ce type de force. Si vous voulez annuler ce type d'illusionnisme, demandez au sensei de briser une brique qui est simplement posée sur le sol. Il aura beaucoup plus difficile. Autrement dit, tout cela se comprend très bien à partir des principes de la physique. Il n'y a pas besoin non plus d'un entraînement long et difficile pour y arriver. Un des effets pervers de l'utilisation par les professeurs d'arts martiaux de ces trucages d'illusionnisme est qu'ils encouragent la croyance dans l'existence du chi. Non seulement celle-ci peut faire croire à des pratiquants qu'ils savent se défendre en cas d'agression, alors que ce n'est pas réellement le cas, mais en plus elle favorise aussi l'acceptation de médecines prétendument alternatives comme par exemple l'acupuncture, le reiki ou le shiatsu. Des recherches scientifiques ont été réalisées au moyen de fausses aiguilles, c'est-à-dire un dispositif avec une épingle qui pique uniquement la peau au lieu d'avoir quelque chose qui s'enfonce réellement dans l'épiderme. Avec ce simulacre d'acupuncture, le patient ne sait pas faire la différence entre la sensation générée par la véritable pratique et la fausse. On peut donc les comparer en aveugle, le sujet ne sachant pas s'il a reçu l'une ou l'autre. Les résultats de ces études sont que le simulacre d'acupuncture donne autant de bénéfices que la véritable pratique. De plus, les endroits où on place les aiguilles n'ont pas véritablement d'importance. Les praticiens ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux sur le nombre de méridiens qui parcourraient le corps. Certains prétendent même en avoir découvert jusqu'à 2000 points, ce qui garantit que vous pouvez placer une aiguille à peu près n'importe où. Comme la science a réfuté l'existence du chi, il n'existe pas de mécanisme plausible permettant d'expliquer comment enfoncer des aiguilles dans la peau présenterait un bénéfice médical objectif. Les sceptiques parlent de placebo théâtral. Il s'agit d'une mise en scène élaborée qui aurait pour effet psychologique que le patient ait l'impression subjective de se sentir mieux. L'Organisation mondiale de la santé considère néanmoins que les recherches prouvent que l'acupuncture aide à la gestion de la douleur, sans qu'on en connaisse vraiment la raison. Il faut cependant sous-peser cela dans la balance bénéfice-risque, parce qu'il ne s'agit pas d'une pratique sans danger. Il arrive par exemple que les praticiens percent les poumons de leurs patients avec une aiguille, ce qui est une blessure aux conséquences très graves. Et enfin, en réalité, cette pratique est beaucoup moins ancienne que les gens ne le croient généralement. La technologie nécessaire pour fabriquer les aiguilles n'existait tout simplement pas il y a 400 ans de cela. Lorsque les Chinois parlent de l'usage d'aiguilles durant l'Antiquité, cela n'a absolument rien à voir avec ce que les acupuncteurs pratiquent aujourd'hui, mais se rapproche bien plus de la saignée ou du perçage des abcès. La première personne à parler de chi et de méridien en Occident est le diplomate Georges Soulier de Morand, dans le premier tome de son livre « Acupuncture et médecine chinoise vérifiée au Japon », publié en 1939, après avoir observé son usage à l'époque en Chine. Bref, méfiez-vous quand on vous vend l'acupuncture comme une médecine alternative remontant à la plus haute antiquité. La course saugrenue. Certains pratiquants avancent que les arts martiaux et sports de combat seraient tous aussi efficaces les uns que les autres. Il s'agit franchement d'une position assez bizarre. On peut dire qu'un pratiquant d'arts martiaux peut avoir différents objectifs. La défense personnelle, pratiquer des exercices pour être en bonne santé ou encore la spiritualité. Chacun de ces aspects peut être évalué indépendamment et on peut légitimement défendre l'idée que certains arts martiaux sont meilleurs que d'autres sur tel ou tel axe. Par exemple, on peut dire que le Tai Chi Chuan et l'Aikido sont meilleurs sur l'axe de la spiritualité que le MMA. De même, on peut dire que le karaté Shotokan, dans lequel les frappes avec contact au visage sont interdites,
est meilleure du point de vue de la santé que la boxe anglaise, sport dans lequel les coups répétés à la tête peuvent générer des micro-lésions cérébrales. Mais l'idée qu'il n'est juste pas possible d'évaluer les arts martiaux est complètement absurde. L'écrivain Lewis Carroll se moque de cet argument dans Alice au pays des merveilles, avec le passage de la course saugrenue, dans laquelle le dodo fait courir tout le monde en cercle. Les pratiquants peuvent démarrer où ils le souhaitent et elles s'arrêtent de manière arbitraire. Un arbitre déclare alors absolument tout le monde gagnant. Non, les arts martiaux et les sports de combat ne sont pas une course saugrenue. Ils ne sont pas tous égaux sur l'axe de l'efficacité de la défense personnelle. On peut évaluer scientifiquement quel entraînement prépare le mieux et le plus rapidement à un affrontement réel. Et il faut le faire afin que des professionnels comme les policiers, les militaires et les gardes du corps reçoivent la meilleure préparation possible pour faire face à une situation de danger. Il n'est pas souhaitable qu'ils s'entraînent à une pseudo-science du combat et qu'ils soient par conséquent incapables de réagir adéquatement à une confrontation. L'Ultimate Fighting Championship, UFC, a été créé au début des années 1990. Le principe de cette compétition est de limiter le nombre de règles pour s'approcher le plus possible d'un combat réel. Les adversaires se battent dans un octogone afin d'éviter qu'un athlète ne tombe entre les cordes d'un ring, ce qui obligerait d'interrompre brièvement le match. Il n'y a pas de round comme au boxe et il n'existe pas de limite de temps. Les attaques pieds-poings sont autorisées comme en Muay Thai, mais aussi le combat au sol comme en jiu-jitsu brésilien ou en lutte, wrestling en anglais. Cela oblige les athlètes à être efficaces aussi bien debout qu'à terre. Le match se termine uniquement sur un KO ou une soumission, c'est-à-dire un étranglement ou une clé qui casserait un membre du corps. L'athlète peut dans ces cas-là faire une tape de la main pour déclarer forfait. Il y a bien entendu quand même des choses interdites, comme par exemple enfoncer ses doigts dans les yeux de l'adversaire. Néanmoins, l'UFC est ce qui se rapproche le plus d'un combat réel. On peut dire qu'il s'agit d'une sorte d'expérience scientifique dont nous sommes tous les témoins, et après plus de 20 ans, les résultats sont clairs. Depuis le premier tournoi en 1993 jusqu'à aujourd'hui, absolument aucun combattant n'a gagné un match au moyen d'une technique mystique à base de chi. Ces compétitions ont aussi démontré l'importance de savoir se battre debout ou au sol. De se battre debout et au sol. Un art martial qui n'entraîne qu'une de ces deux distances n'est tout simplement pas suffisant pour savoir faire face à toutes les agressions. Les arts martiaux inefficaces en cas d'agression peuvent être qualifiés de bullshido ou de pseudo-science du combat. Ce mot valise est composé à partir de bullshit, foutaise en anglais, et de bushido, la voie du guerrier en japonais. Il désigne un enseignement martial qui ne prépare pas réellement à une situation de combat réel. Mis à part une hypothétique énergie vitale, les arts martiaux internes justifient aussi leur efficacité au moyen de l'appel à la tradition. Notre pratique a fait ses preuves parce qu'elle remonte à un lointain passé. Le problème est que l'origine historique des arts martiaux est souvent mythologique. Pour ne donner qu'un seul exemple, on raconte que le moine bouddhiste Bodhidharma aurait visité le monastère de Shaolin au 5e ou au 6e siècle après Jésus-Christ. Troublé par la détérioration physique des moines provoquée par leur pratique intense de la méditation, il leur aurait enseigné les fondements de ce qui allait devenir par la suite le style de kung-fu Shaolin, dont découleraient bien des arts martiaux asiatiques actuels. Cette histoire est bien entendu une légende. Les historiens ne savent pratiquement rien sur le Bodhidharma historique. Ils ont par contre découvert que ce mythe est une invention du XVIIe, rédigée par conséquent plus de 1000 ans après la vie de ce moine. En outre, les arts martiaux dits traditionnels ne sont généralement pas aussi vieux qu'on ne le pense. L'aïkido a été créé par Morihei Ueshiba dans la première moitié du XXe siècle. Le tai chi chuan, en tout cas tel qu'il est pratiqué à l'heure actuelle, date pour sa part du XIXe siècle. Avant cela, il s'agissait d'une forme de danse théâtrale religieuse ayant pour objectif d'être possédée par des esprits de la guerre avant une bataille, et ainsi de suite. Par contraste, la boxe anglaise moderne date, elle, de 1865. Les règles du marquis de Queensberry codifient cette année-là les rounds, le ring, l'utilisation des gants, etc. L'idée que les arts martiaux asiatiques remonteraient à la nuit des temps, tandis que les sports de combat seraient eux plus modernes, est fausse. Ceci étant dit, il y a toujours eu des gens pour pratiquer l'art du combat. Les archéologues ont retrouvé des représentations d'arts martiaux dans les fresques de l'Égypte antique, et les anciens Grecs pratiquaient la lutte lors des Jeux olympiques. Chaque école, chaque pratique n'a pas été créée dans le vide. L'initiateur s'est basé sur ce qui existait auparavant dans sa culture. Tout n'est pas forcément à jeter dans les arts martiaux internes. Pratiquer le tai chi chuan, particulièrement si on est une personne âgée, permet de s'entretenir physiquement. Des recherches ont montré que l'aïkido favorisait un état dit de pleine conscience et qui présente des bénéfices psychologiques. Bouger est de toute manière toujours préférable à rester assis dans un fauteuil. Inversement, les pratiques externes peuvent être très violentes pour le corps et être la cause de dégâts permanents.
Les micro-liaisons cérébrales provoquées par les frappes répétées à la tête génèrent l'encéphalopathie traumatique chronique, une affection cérébrale progressant vers les maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie de Parkinson. En définitive, même si ce qui provient de l'Extrême-Orient semble étrange et mystérieux, il ne faut pas pour autant laisser son esprit critique au vestiaire lorsqu'on va s'entraîner dans un dojo. Pour aller plus loin, je vous conseille les ouvrages Fightnomics, The Hidden Numbers in Mixed Martial Arts and Why There is No Such Thing as a Fair Fight de Kuhn et Krieger, donc Fightnomics, et Fight Like a Physicist, The Incredible Science Behind Martial Arts de Tolkien, et donc c'est Fight Like a Physicist. En 1989, la Belgique fut envahie par les extraterrestres. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a pu avoir à l'époque en lisant la presse. Des objets volants non identifiés volaient dans nos cieux, certains dignes d'une scène du film Independence Day. De nombreux témoins rapportèrent avoir observé des grands triangles silencieux traversant notre espace aérien. J'étais adolescent à cette époque et ces événements m'ont profondément intrigué. Originaire du Brabant wallon en Belgique, j'étais au cœur des événements. Sauf que tout cela se passait dans les médias. Il n'y avait rien d'étrange à voir lorsque je regardais dans le ciel depuis la fenêtre de ma maison. Comment autant de gens pouvaient-ils rapporter voir des engins spatiaux extraterrestres ? Et pourquoi la presse traitait tout cela si sérieusement ? Le livre « Le modèle sociopsychologique du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines » est né de ces interrogations. Si vous en avez assez des documentaires qui vous expliquent que les extraterrestres ont construit les pyramides, ou encore que les observations d'OVNI s'expliquent forcément par des visites extraterrestres de notre planète, ce livre est fait pour vous. Le modèle sociopsychologique du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines, est un livre de Jean-Michel Abrassard. Il est publié aux presses universitaires de Louvain et vous le trouverez sur le site i6doc.com, c'est i, puis le chiffre 6, puis doc.com. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. On se retrouve pour un prochain épisode. Sceptiquement vôtre.